Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Cannes 2023, le tirage au sort en cours à Abidjan en présence de la délégation sénégalaise dont Sadio Mané et Aliou Cissé. On en parle dans Soir d'Info la suite avec le doyen Abdoulaye Diaw. Justice, les avocats d'Ousmane Sonko contestent sa radiation des listes électorales. Le procès a lieu au tribunal de Ziguinchor où la situation a été très tendue. Le maire de Bignona arrêté. Les détails avec notre équipe dès le début de cette édition. L'actualité, c'est aussi la formation du nouveau gouvernement. 7 nouveaux ministres font leur entrée. 4 n'ont pas été reconduits. Nous ferons le point également. Et puis culture. On est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage du journaliste Ibrahima Benjamin Diagne, Morceau de verre, note de lecture avec Ibou Diouf. Cannes 2023, le tirage au sort est en cours, tirage effectué en ce moment même par John Obi Mikel que vous voyez à l'écran, le Nigérian ou encore Sadio Mané et Didier Drogba. Le Sénégal, logé dans le chapeau 1, pourrait rencontrer de grosses équipes comme le Nigeria. On en parle dans Soir d'Info la suite tout à l'heure avec le doyen Abdoulaye Diaw. Pour revenir sur cette actualité du football continental. Direction Ziguinchor où se tient le procès. Les avocats d'Ousmane Sonko, vous le savez, contestent sa radiation des listes électorales. En ligne avec nous, Lamine Ba. Bonsoir Lamine. Bonsoir Chérif Diop. Quels sont les développements du procès toujours en cours? Oui, Chérif, le procès est toujours en cours. L'audience se poursuit. Vous le savez, la presse a été privée d'accès à la salle de l'audience, mais selon des sources que nous avons à l'intérieur, c'est le dernier avocat, celui de l'État, qui actuellement prend la parole après l'agent judiciaire de l'État. Il faut retenir, Chérif, que depuis le matin, l'audience se poursuit. Dans un premier temps, c'est les avocats d'Ousmane Sonko qui ont pris la parole, bien sûr, pour exiger ou pour plaider la réinscription d'Ousmane Sonko au niveau des listes électorales pour contester véritablement sa radiation des listes électorales. Alors, donc, le juge Assabassi Faye, bien sûr, a fait l'objet l'avocat, l'agent judiciaire de l'État a recusé le juge, estimant qu'il était proche d'un autre qui est proche d'Ousmane Sonko. Et donc, mais cela n'empêche, les audiences se sont poursuivies. Et au moment où je vous parle, Chérif, nous sommes devant les locaux du tribunal d'instance de Ziguinchor où on attend le verdict pour voir s'il va être livré par le juge ou il va être mis en délibéré. Retenir qu'à l'extérieur du tribunal, le matin, le centre-ville a été un peu agité par des partisans du maire de Ziguinchor qui ont voulu accéder au niveau de la salle d'audience du tribunal, mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre qui ont très tôt quadrillé tout le centre-ville, également le tribunal. Donc ils ont manifesté, mais actuellement c'est le calme plat en centre-ville de Ziguinchor. Il n'y a que la presse et les forces de sécurité qui sont devant le tribunal d'instance et on attend ici le verdict pour voir ce que ça va donner. Pour l'instant, nous sommes là devant le tribunal d'instance, Chérif, et nous tiendrons informer nos téléspectateurs de l'évolution de la situation à Ziguinchor. Merci beaucoup Lamine Ba en direct de Ziguinchor. Vous suivez tout cela. Pour nous à Ziguinchor, où je vous le disais, la situation a été très tendue durant cette journée où le maire de Bignona a été arrêté à la suite de quelques échauffourées qui ont éclaté. Son collègue de Kafountine est très en colère. Le voici, David Diatta, avec notre équipe à Ziguinchor. Informé sous nos yeux, le maire de la commune de Bignona vient d'être arrêté par la gendarmerie sans donner de raison et que cette gendarmerie interdise à ce que les gens le voient. C'est un acte grave et catastrophique qu'on ne peut pas accepter cela. Tout ce que nous demandons est que le maire de la commune de Bignona soit libéré
immédiatement, sans condition, parce qu'il n'y a pas une raison valable qui explique et justifie cette arrestation arbitraire. Nous tenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se passer ici à Ziguinchor avec ces arrestations arbitraires. C'est Ousmane Sonko, après c'est Bakary Diatta, demain ça sera qui d'autre parmi les responsables. Si le président Macky Sall pense que de cette manière qu'il va museler la bouche d'honnêtes citoyens que nous sommes, il se trompe lourdement. Pour l'instant, on ne sait pas les motivations de l'arrestation du maire de Bignona, arrestation qui a provoqué donc l'ire du maire de Kafountine, David Diatta, que vous venez de suivre. L'actualité, c'est aussi la formation du gouvernement Amadouba II, annoncée hier. 7 nouveaux ministres ont fait leur entrée, 4 n'ont pas été reconduits. Le point avec Ibrahim Akan. Pas de véritable changement dans le nouvel attelage gouvernemental, si ce n'est l'arrivée de 7 nouvelles têtes combinées à un jeu de chaises musicales. Une seule dame parmi les 7 nouvelles entrants, il s'agit de Thérèse Faye Diouf, promue ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale. Lat Diop, à la tête du département des sports, fait également sa rentrée dans l'équipe 2 du Premier ministre Amadou Ba. Même chose pour El Hadj Momar Samb, qui hérite du poste de ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Maître Antoine Beng, au poste de ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, est également dans ce lot qui intègre le gouvernement pour la première fois, de même que Daouda Dia, à qui revient le département de l'élevage et des productions animales. Toujours concernant les nouvelles entrants, on note 2 retours. Celui de Mamadou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, mais également celui de Maître El Hadj Oumar Youm, nouveau ministre des Forces armées. Côté départ, on note celui de Mamadou Talla, ancien ministre des collectivités territoriales, Papa Mamadou Ndiaye, ancien ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Oulimata Sarr quitte également le ministère de l'Économie, même sort pour Sophie Gladima Sibi au département du pétrole et des énergies. Juste rappeler que 3 ministres avaient déjà démissionné du gouvernement, notamment Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop de Rewmi, et récemment Aly Ngouille Ndiaye, dans la foulée du choix porté sur Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nommé à la tête du ministère des collectivités territoriales, Mamadou Diagne Fada dit comprendre les défis qui l'attendent. Au micro de notre reporter, il compte, après avoir pris service, saisir des dossiers objet de la grève des travailleurs des collectivités territoriales, grève qui s'enlise. Le voici avec Alassane Ba. Réaction, d'abord pour remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, son prophète, Sayyidina Mohammed, mes 2 parents, mon guide religieux, mais remercier aussi le président Macky Sall et le premier ministre Amadou Ba pour cette confiance renouvelée à l'endroit de ma modeste personne. Je me dois d'attendre d'abord d'ouvrir le dossier pour mieux l'apprécier avec ma position actuelle, pour pouvoir véritablement dégager une démarche. Mais ce que je voudrais dire d'emblée à l'endroit des travailleurs de ce département, c'est que moi je suis un homme ouvert, je suis un homme de dialogue, je suis un homme de consensus, et mes portes resteront toujours ouvertes. Et je crois qu'ensemble, il ne devrait pas y avoir de problème pour trouver des solutions. Grâce à la concertation, grâce aussi à la confiance mutuelle. Ils comprendront ce qu'ils doivent comprendre et nous aussi, ce que nous devons faire, nous allons le faire en respectant en tout lieu la parole donnée. Nouveau gouvernement qui a fait également une heureuse. Thérèse Faye Diouf occupe désormais le département du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Nos équipes l'ont rencontré, Alassane Ba et Mohamed Jack. Son premier réflexe, une fois au FONGIP, c'est d'abord de sympathiser avec ses collaborateurs. Thérèse Faye Diouf vient d'être nommée ministre du développement communautaire
de l'équité sociale et territoriale. Une confiance renouvelée, un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Et remercie très chaleureusement son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour la confiance renouvelée. Je pense qu'au début c'était la case des tout petits, après le FONGIP, après le ministère du Développement communautaire. Elle dit être consciente des enjeux et défis à relever. Jeune ministre du Développement communautaire, Thérèse Faye dit comprendre sa mission. En tant qu'élu, nous avons vu le PUDC dans nos collectivités territoriales. Nous avons vu le paiement dans nos collectivités territoriales, la couverture maladie universelle, le programme des bourses familiales. Donc c'est en fait les filets sociaux du gouvernement, le président Macky Sall, depuis l'élaboration du programme Yoonu Yokkute, a misé sur les filets sociaux pour régler les questions de justice sociale et d'équité. Jeune engagée aux côtés du président Macky Sall depuis l'UCAD, elle a toujours eu de l'estime et de la considération pour son mentor. Et parler de leur relation lui remplit d'émotions. J'ai formé le premier mouvement politique pour le président Macky Sall. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Alliance pour la République, avec des générations d'étudiants à l'époque. Et c'était JOM, Jeunesse ouverte à Macky, dans le campus. Et pour rappel, le ministre de la Culture actuel, Aliou Sow, a animé la première conférence publique du JOM dans le campus. Et je pense que depuis ce jour, nous avons travaillé et œuvré à ses côtés. Il nous a beaucoup appris. Et peut-on savoir un peu sur Thérèse Faye? Peut-être on peut voir Thérèse comme la politicienne, mais il y a aussi Thérèse vraiment peut-être la technocrate. Je peux dire que je suis quelqu'un qui est très attaché aux résultats. Et chaque fois, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, faisons-le pour avoir un autre objectif demain. À la tête de la municipalité de Diarher, mais aussi du FONGIP, Thérèse Faye Diouf intègre ainsi le gouvernement d'Amadou Ba II à quelques mois de la présidentielle du 25 février 2024. Et comment analyser ce remaniement? Le journaliste Hassan Samb parle plutôt de calculs politiques qui ont guidé les choix du président de la République. Le voici avec Chérif Dia. On va simplement se limiter à un réaménagement. Parce qu'en réalité, fondamentalement, on a eu pratiquement les mêmes têtes, si vous voulez. Alors, il y a quelques permutations de postes, voilà, de nouvelles têtes, il n'y en a pas beaucoup. Des départs, il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être 3. Donc, à mon avis, ce n'était pas la peine de créer un aussi grand événement. Malheureusement, on a touché aussi à des ministères de souveraineté qui sont extrêmement importants. Tous les ministères sont importants, mais la justice, les forces armées, l'intérieur, il faut quand même qu'il y ait une stabilité à ce niveau, vous comprenez. Donc, si vous voulez, je ne suis pas fondamentalement en phase avec le président dans sa façon de procéder, dissoudre le gouvernement à 3-4 mois des élections, pousser les ministres à recommencer peut-être le travail de mise en œuvre des politiques publiques, parce qu'il s'agit de ça, parce qu'un ministre quand même, dans un régime présidentiel, c'est quelqu'un qui est simplement chargé de mission, donc qui doit exécuter et faire exécuter. Donc c'était pas véritablement la peine de faire ça, à moins qu'il y ait derrière maintenant des calculs politiques, c'est ce qui est une évidence, quelque part aussi un maillage régional, récompenser ceux qui sont particulièrement fidèles, hein, donc véritablement faire la guerre à peut-être dans leur localité à ceux qui sont partis du parti. Donc tout ça, je pense que c'est des préoccupations d'ordre politicien qu'on aurait pu éviter à un moment aussi crucial de la vie de la nation. Et dans la foulée de l'annonce de ce nouveau gouvernement, l'opposition récuse le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, personnalité loin d'être neutre selon Maître Abdoulaye Tine, avec Chérif Dia. S'attendait à ce que Macky Sall mette en place un gouvernement capable d'organiser des élections au-dessus de toute soupçon. Malheureusement, aujourd'hui, on a été très étonné et surpris de voir effectivement qu'il a décidé de nommer à la tête de ce ministère un éminent membre de sa formation politique, donc engagé dans la compétition électorale.
au même titre que les autres candidats. Je pense effectivement que aujourd'hui, l'opposition, c'est son devoir historique d'exiger effectivement qu'il y ait une personnalité indépendante et neutre, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. La preuve aujourd'hui, si je peux mettre cela en relation avec l'actualité, Ousmane Sonko est radié, Ousmane Sonko plutôt n'a pas reçu les fiches de parrainage suite à un refus de la DGE, mais aujourd'hui, son membre qui coordonne effectivement le membre, je veux dire, de sa formation politique de l'APR, qui est Maître Sidiki Kaba, mon confrère, donc est nommé à la tête du ministère et va être en charge des élections et dans quelques heures ou dans quelques jours va être le patron de la DGE. Donc on ne peut pas être juge et parti. Et je pense effectivement que malheureusement la nomination de mon confrère Sidiki Kaba, quels que soient ses mérites par ailleurs, n'assure pas les garanties d'impartialité que les citoyens sénégalais sont en devoir d'attendre du scrutin. Et que pensent les Sénégalais de ce nouveau gouvernement? Eh bien, mitigé à Saint-Louis. Nos équipes ont recueilli les avis des Saint-Louisiens. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. À Saint-Louis, les avis sont partagés sur le nouveau gouvernement dévoilé hier. Pour Omar Tidjane Seck, retrouvé devant le pont Faidherbe de Saint-Louis, ce nouveau gouvernement, dirigé par Amadou Ba, ne peut rien faire d'ici la présidentielle pour atténuer la souffrance des Sénégalais. La première question que je me pose, et que tous les Sénégalais de bonne foi se posent, c'est de qui se moque-t-on d'abord? Ce gouvernement n'avait pas sa raison d'être. Attendre à 3-4 mois des élections, vouloir retourner sa chaussette, me laisse perplexe. Contrairement à Amadou, Mankeur Samb, lui, est optimiste. Il croit toujours à des changements d'ici l'élection présidentielle de 2024. Ils ont nommé un nouveau gouvernement. Les Sénégalais attendent beaucoup de ce gouvernement. Par rapport à la difficulté de cherté de la vie et le courant qui coûte cher à la population, on espère que ce gouvernement-là sera, comme le Premier ministre l'a dit, un gouvernement de mission et d'attaque. À 4 mois de la présidentielle, le nouveau gouvernement a-t-il les moyens d'apporter des changements et de résoudre les problèmes des Sénégalais? Omar Tidjane Seck et Mankeur Samb ont des avis différents sur la question. Absolument rien. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlin et pimpin. On l'espère, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 12 ans, qu'ils puissent le faire en 6 mois. Les Sénégalais attendent la première réaction du gouvernement pour faire face à la cherté de la vie. Une tâche qui ne sera pas du tout facile, car dans notre pays, les maux sont nombreux et la pression très forte. Tout autre chose, la grève se poursuit à la CBAO. Le délégué du personnel a décrété un nouveau mot d'ordre de 48 heures. Cet après-midi, ces agents déplorent le mutisme de l'administration face à leurs requêtes. Compte rendu, Aminata Marisso. Le courant ne passe plus entre la direction de la CBAO et le délégué du personnel, à l'origine de la discorde, de la dégradation des conditions sociales des travailleurs. Mater les collaborateurs par des affectations en guise de sanctions est chose courante. À CBAO, bouleversant de la sorte la stabilité des ménages et des familles. Et des familles des collaborateurs qui se trouvent parfois en pleine année scolaire, mutés à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. Encore une fois, sans explication aucune. Ces agents de la banque CBAO dénoncent des conditions de travail lamentables, un cadre incompatible avec les charges qui leur incombent. Le collège s'étant montré légaliste, avec le respect scrupuleux de tous les textes régissant le droit de grève, mais il n'en est pas de même pour notre employeur qui bafoue les lois de ce pays. La grève démarrée depuis le 5 octobre suit son cours. Le délégué du personnel a décrété ce jeudi un nouveau mot d'ordre de 48 heures. Nous avons pris la décision de renouveler le mot d'ordre de grève de 48 heures. De grève à partir de demain, vendredi et samedi, Inch'Allah. Nous donnons rendez-vous. Tous les Sénégalais, tous les travailleurs, tous les citoyens, Inch'Allah Rabbi, lundi
samedi plutôt à la place de l'Obélisque à partir de 16h pour faire un grand rassemblement pour dire non à cette forfaiture. Un arrêt de travail à la banque CBAO qui pourrait bien affecter aussi bien les usagers de cette banque, mais aussi l'économie nationale vu la part de cette banque dans le capital financier national. Et puis le nombre de signataires de la pétition contre la hausse des factures d'électricité est passé à 35 000. Oumidour, l'initiatrice, a déposé ce matin la pétition. Les signataires au niveau de la direction générale de la société d'exploitation. La voici avec nos équipes. Nous avons eu la surprise de voir le directeur général parce qu'il n'était pas prévu de le rencontrer. Il était là avec beaucoup de ses collaborateurs, beaucoup de directeurs, de chefs de service et puis le syndicat maison. Ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, ils acceptent qu'il y a effectivement un problème, mais que ce n'est pas eux qui vont régler ce problème parce qu'il y a un comité de régulation du secteur du secteur de l'électricité. Et donc, aujourd'hui, ils nous demandent de nous rapprocher de ce comité, ce qui était déjà prévu, parce que c'était la prochaine étape, la semaine prochaine pour nous. Tous les citoyens qui ont un problème avec les factures, d'aller les déposer dans les agences. Donc, on s'est entendu pour pouvoir récupérer collecter toutes ces factures problématiques, de se donner un délai d'1 mois. Nous voulions un délai de 15 jours. Ils ont dit que c'était trop court parce que c'est sûr que quand on va dire aux gens « allez déposer vos factures dans les agences », ça va créer un appel d'air. Donc tout le monde va se lever. Donc ils ont demandé un peu plus de temps pour pouvoir les étudier. La mobilisation aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, la facture était à 34 000. Le temps qu'on sorte de la réunion, 1h30 après, elle est montée à 35 000 signatures. Le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, demande à ses camarades enseignants de regagner les amphithéâtres dans les plus brefs délais face à la presse. Après 48 heures de grève, ces enseignants du supérieur estiment que l'année est passée. Toutefois, ils demandent à ce que l'État sécurise l'université. Compte rendu, Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le mot d'ordre est lancé que tous les enseignants regagnent les amphithéâtres. Les cours doivent reprendre selon le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on ouvre immédiatement l'université, que l'on puisse travailler. Parce que nous sommes restés trop longtemps sans travail. Comment on peut avoir 6 mois de retard sur une année et traîner pour ouvrir pour, je ne sais pas, des questions, des considérations qu'on ne comprend pas. Donc le SAES est très ferme et nous demandons à tous les enseignants de regagner l'université. C'est là votre lieu de travail. Regagner les universités, restez dans vos bureaux, allez dans les salles de classe même s'il n'y a pas d'étudiants. Montrez que vous voulez étudier, vous voulez enseigner. Nous demandons à ce que les enseignants reviennent, regagner les salles, que les étudiants reviennent. Les enseignants du supérieur, cependant, demandent à ce que l'espace universitaire soit sécurisé et que la violence soit bannie. À sécuriser les universités. Nous sommes preneurs. On peut sécuriser. On interpelle les étudiants, les enseignants, à ce que tout le monde vienne en paix travailler. Et c'est une responsabilité. Avant de solliciter que l'État quand même puisse réglementer, il faudrait que nous-mêmes, nous respectons quand même l'université en essayant de bannir la violence. Donc c'est l'appel que nous faisons aux étudiants, à tous les acteurs qui sont même non universitaires, de laisser l'université tranquille et que les enseignants viennent travailler. Donc, toutefois, ces enseignants ne peuvent pas comprendre la mise en place de cours en ligne, un enseignement qui ne marche pas au Sénégal. Avec cette histoire d'enseignement à distance, il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on arrête de mentir à la population. L'enseignement à distance ne peut pas être improvisé pour 150 étudiants. On ne peut pas l'improviser. Il faut qu'on arrête. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Poster des cours pour des étudiants pour faire la remédiation, ça ce n'est pas enseigner. Ça ne marche pas. On ne peut pas se réfugier dans la virtualisation à l'extrême. Ça ne marche pas. Les moyens ne sont pas là. Et nous demandons aux enseignants de refuser de faire ces cours en ligne. C'est pourquoi depuis hier mercredi, le SAES est en grève de 48 heures pour le respect du protocole d'accord avec le gouvernement, mais aussi pour la réouverture des universités. Merci Fat Bintou. Cette année, plus de 24 400 entrées illégales en Espagne ont été enregistrées, dont plus de 15 000 aux îles Canaries. Le gouvernement espagnol décide de rapatrier des candidats. Souleymane Diallo de Otra Africa et Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières déclarent que c'est légitime. Toutefois, il demande à l'État d'accompagner ces migrants de retour. Voyons tout cela avec Cher Diop et Tierno Laurent Mendy.
Sont nombreux les Sénégalais candidats à l'immigration irrégulière qui seront rapatriés sous peu. 2 convois ont été programmés dans ce sens. Un retour au bercail qui était prévisible. L'Espagne occupe aujourd'hui la présence de l'Union européenne et dans le cadre de Schengen, ceux qui ont une obligation de quitter le territoire et qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de la Convention de 1951 de Genève. Donc obligatoirement, ils ne sont pas considérés comme des demandeurs d'asile, comme des réfugiés. Après leur enquête auprès du procureur, de facto, c'était tout à fait normal. Ils seront expulsés, ils seront rapatriés au Sénégal. Il y a eu plus de 24 435 entrées illégales en Espagne, dont plus de 15 000 aux îles Canaries. L'Espagne a aujourd'hui un taux de chômage supérieur à 29,6% des moins de 24 ans. Donc vous conviendrez avec moi que l'Espagne ne peut pas prendre en charge cette jeunesse africaine. Ces rapatriements programmés constituent-ils une violation des droits humains? Un débat qui doit être posé autrement. La mobilité est un droit naturel. Donc sur le plan humain, nous pensons que vraiment personne ne doit être expulsé à partir de sa volonté d'aller changer ailleurs. Mais par contre, il y a des conventions qui sont là. S'il y a eu des conventions, qu'est-ce que le Sénégal a signé avec l'Espagne? C'est l'occasion peut-être de nous éclaircir sur ces accords. Je rappelle qu'il y a 1 an et quelques de cela, le ministre espagnol de l'Intérieur était au Sénégal. Qu'est-ce qui a été dit? Donc moi je pense que ceci ne surprend guère. C'est un constat qui est là. Certains jeunes Sénégalais sont tentés par l'aventure. Ainsi, un accompagnement de l'État s'impose. J'aurais demandé à nos autorités de doter cette stratégie de moyens. Et on ne peut pas là, de facto, arrêter cette vague. Mais il faut qu'on accompagne nos jeunes puisqu'ils ont cette prétention de migrer, de voyager. Il faudra aussi que les familles revoient leur posture, parce que c'est cette pression sociale qui tue aujourd'hui la notion de Am-Am et de Tekki. Et c'est pourquoi nous avons parlé de responsabilité partagée dans un dossier qui est aujourd'hui transversal. Barça ou Barzak, le phénomène est devenu de plus en plus fréquent au Sénégal. Des centaines de jeunes ont perdu la vie en mer et pour cause, ils ont perdu tout espoir de réussite dans notre pays. D'après certains observateurs, il est temps d'accentuer la sensibilisation et de revoir les politiques. Merci cher, et on en vient à notre rubrique les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage du journaliste Ibrahima Benjamin Diagne, ouvrage intitulé Morceaux de verre. Ce recueil permet de prendre la mesure de l'écriture journalistique. Voyons tout cela avec cette note de lecture, Yves Diouf. Ibrahima Benjamin Diagne ajoute une corde à son arc. Le journaliste et créateur de contenu numérique se tourne vers l'écriture. Il publie un ensemble d'histoires courtes sous forme de poèmes, une composition de vers qui se répondent et se complètent. Morceaux de vers, c'est une compilation de 30 poèmes composés de quelques vers. Morceaux de vers, justement, ce sont des morceaux de vie, des tranches de vie écrites sous la forme poétique qui transcrivent carrément mes émotions, mes sensations lors des périodes estivales. Son œuvre, au départ marquée par les avant-gardes, s'oriente progressivement vers la quête de la simplicité et du dépouillement qui va de pair avec la recherche de la fluidité du style journalistique. Notamment Délire estival. Alors, c'est le poète contempleur alors qui écrit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent. C'est pourquoi j'ai dit que cette première partie, c'est une partie dédiée carrément, surtout à la nature, dédiée aussi aux beaux êtres. Dans son recueil de poèmes, Ibrahima Benjamin Diagne a fait ce qu'il appelle de la poésie lyrique. Ce qui est important pour lui est d'évoquer les sentiments que lui inspire la beauté. Morceau de vers est destiné à ceux qui aiment véritablement lire, à ceux qui aiment les belles lettres, à ceux qui aiment les procédés rhétoriques et les procédés littéraires. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai utilisé plusieurs allitérations, plusieurs assonances. Et comme disait Senghor, justement, un poème n'a de sens
que quand il est chantant et dansant. Dans Morceau de verre, l'auteur griffonne avec sa plume, qui, précise-t-il, fond la chaleur du cuivre. L'auteur se délecte avec la délicieuse encre. Après ce recueil de poèmes, un bon journaliste, son expression artistique dans ses productions radiophoniques était aussi appréciée par les auditeurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite, et on va parler football avec le doyen Abdoulaye Diaw. À tout de suite.